Aujourd'hui, on approche de la rentrée. Ça fait que maintenant, j'ai plus de temps et ce temps retrouvé m'amène à vous parler de Marcel Proust. Je ne suis absolument pas en mesure de vous faire un exposé complet sur la recherche du temps perdu. Il me manque encore 1 ou 2 volumes pour l'avoir réellement achevé. Et surtout, de relire l'ensemble et de le relire dans l'ordre chronologique, dans l'ordre d'apparition, de l'étudier. Enfin, mais ça, c'est le plaisir d'une vie et c'est un plaisir qui s'annonce. Ce que je voudrais plus modestement aujourd'hui, c'est reprendre le début, le mythique début de la recherche du temps perdu. Vous connaissez la première phrase. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Mais je crois qu'en prenant ce qu'on appelle un incipit, donc le début du roman, ou un incipit si on veut le prononcer à la française, on peut avoir une belle idée quand même de ce qui s'annonce dans ce roman et de pourquoi il est aussi bluffant. Alors quand on le commence, on a ce titre énigmatique à la recherche du temps perdu. Je me demande juste si le titre de l'ensemble était déjà présent sur les couvertures à l'époque des premières publications. Et cette mention du côté de chez Swann, première partie, Combray. Combray, vous le savez maintenant, c'est le nom d'un lieu. Mention du temps, d'un temps qui n'est plus, mention d'un lieu. Et c'est exactement cela qui va se mettre en place dans ce premier paragraphe absolument mythique. Je le lis avec un grand plaisir. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et, 1/2 heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était pas allumé. Puis elle commençait à me devenir inintelligible, comme après la métempsychose, les pensées d'une existence antérieure. Le sujet du livre se détachait de moi. J'étais libre de m'y appliquer ou non. Aussitôt je recouvrais la vue et j'étais bien étonnée de trouver autour de moi une obscurité, douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure. Je me demandais quelle heure il pouvait être. J'entendais le sifflement des trains qui, plus ou moins éloignés, comme le chant d'un oiseau dans une forêt, relevant les distances, me décrivait l'étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine. Et le petit chemin qu'il suit va être gravé dans son souvenir par l'excitation qu'il doit à des lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés, à la causerie récente et aux adieux sous la lampe étrangère qui le suivent encore dans le silence de la nuit, à la douceur prochaine du retour. Évidemment, les choses se poursuivent, mais je crois que commencer par ce commencement, bon, c'est évidemment un petit défi que je tiens ici à relever, pour proposer une lecture vraiment personnelle, subjective de cet extrait. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Mention du temps pour l'ensemble du roman, du côté de chez Swann. Donc là, on est sur une personne, mais on peut quand même s'en rendre compte. Mention d'un espace. Combray, à nouveau, un espace. Combray étant une ville fictive. Et immédiatement, longtemps, je me suis couché de bonne heure. Le temps signe le programme de la suite de l'ouvrage. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Évidemment, c'est plus qu'une mention temporelle. C'est également montrer la présence d'une habitude perdue par le passé accompli. Je me suis couché de bonne heure, impliquant que maintenant, ou depuis ce longtemps qui s'est écoulé dans un passé maintenant inaccessible, une habitude a changé. Pour le comparer, on peut voir de façon bien plus prosaïque chez John Irving cette habitude comme ça de montrer des habitudes nouvelles par leur installation.
on le a beaucoup dans le monde selon Garp ou dans l'œuvre de Dieu, la part du diable. On présente les personnages dans un nouveau lieu avec de nouvelles habitudes avant de remonter par une analepse, donc un flashback, au moment qui a vu les habitudes changer. Ici, on a quelque chose d'un peu similaire, sauf que c'est déjà le début de l'ouvrage, et un début qui pourrait alors se rapprocher de ce qu'on appelle un début ab ovo, c'est-à-dire depuis l'œuf, depuis le début. En tout cas, c'est un moment initiatique, celui du coucher. Longtemps, c'est aussi le temps que prendra l'œuvre elle-même, œuvre qui suit le parcours d'un personnage qui n'a pas ou peu, ou rarement, en tout cas pas encore, de nom. Ce personnage, on le voit très rapidement, je me suis couché de bonne heure. Voilà, le récit à la première personne qui joue comme ça de ces effets temporels qui se feuillettent, se multiplient, s'additionnent, se sédimentent. Dans ce longtemps, cette habitude n'est pas une habitude absolue. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et je crois qu'ici, alors je ne vais pas vous parler de Bergson, mais il y a du Bergson derrière. Ce n'est pas ici le parcours d'une idée philosophique chez Proust qui m'intéresse, et beaucoup de gens l'ont fait éminemment mieux que je ne le pourrais, mais ce qui me plaît dans ce passage, c'est de voir ici non seulement un emboîtement temporel, ou plutôt un feuilleté temporel, les couches comme ça de temps s'additionnent par le regard du narrateur présent sur celui qu'il a été avant d'être un narrateur. Et à ce regard temporel se superpose un regard spatial. Et ça, on va le voir tout au long de cet extrait. Mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Là, la disjonction entre le narrateur, locuteur, celui qui dit « je me suis couché de bonne heure » et donc il parle au présent, dans une situation de discours, pour revenir sur un récit, sur celui qu'il a été, enfant, se manifeste par l'inclusion d'un discours direct, entre guillemets, ce qui en fait vraiment une inclusion. On voit les bornes « je m'endors ». Je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors », avec un imparfait d'un côté, un présent de l'autre, dans la même phrase. Et ce verbe impossible est pourtant présent. C'est une mécanique de prétérition, je ne dirais pas que, pour mieux le dire, permet d'avoir comme ça un jeu entre une présence et une absence, qui est celui du moment de l'endormissement et des hallucinations hypnagogiques. Voilà ce qui se passe dans les yeux au moment où on s'endort, et qui retrouve comme ça ce feuilleté temporel. Bon, feuilleté temporel, c'est pas très joli, j'espère que l'idée est bien là. Mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Donc c'est là, et c'est en même temps la perte de conscience du sommeil. Une perte de conscience paradoxale, puisque justement le narrateur présent se rend bien compte que cette conscience qu'il a dans le présent, il ne l'avait pas dans le passé, à ce moment précis. Et donc on voit ici toute une limite, toute une démarche asymptotique approchant ce moment d'une conscience passée qui n'était plus possible, mais qu'il est aujourd'hui par le biais du souvenir et de la remémoration. Ma bougie éteinte, alors, est bien sûr donc, un marqueur temporel, puisque la vie de Proust marque le changement technologique qui voit le passage de la bougie à l'ampoule. Donc là, on a une trace de ce passé lointain. Cette bougie est évidemment aussi donc, le marqueur de la chambre, c'est une bougie personnelle, Il est aussi difficile, peut-être, de ne pas y voir quelque chose de l'ordre d'un emblème ou d'une métaphore pour cette conscience qui elle-même s'est perdue. À peine ma bougie éteinte. Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Donc cette conscience éteinte se réveille parce qu'elle n'a pas eu conscience qu'elle s'était éteinte. Et amène le réveil. Ce qui m'intéresse particulièrement ici, c'est de voir ce qui est le sujet de la phrase. La pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Syntaxiquement, le sujet, c'est la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil, et l'objet, c'est le M'. Et on voit la première personne ici être juste un objet,
mis comme ça sous une forme, je perds mes mots, atone, qui marque syntaxiquement et d'un point de vue sonore l'effacement de ce jeu. Notamment parce que l'accent va être mis sur le sommeil m'éveillait. Et le M, en tant que liquide, sera presque effacé. Le personnage passé, qui n'est pas encore le narrateur présent, est ainsi absorbé et l'objet syntaxique et logique d'une action qu'il subit. Celle-ci est explicitée. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Je m'arrête là. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. Cette illusion d'une présence, qui en fait est une absence, ramène le sujet à lui-même, dans sa volonté d'être cette absence que signifie le sommeil. Et que signifierait le sommeil, mais pas tant que ça, puisque c'est justement ce moment limite, ce moment qui est en seuil, qui se révèle le plus riche de signification. Donc le volume entre les mains n'est plus là, mais l'imagination, elle, court. Ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Et là, on retrouve le même jeu syntaxique. Il me semblait. Là, le sujet n'est même plus comme précédemment une pensée, un objet abstrait, mais carrément un sujet impersonnel. Il semblait, il me semblait, il semblait à moi. Avec encore comme ça un recul de la présence du sujet, dont il est pourtant question en tant que récepteur de sensations. Que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage, une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Et là, cette gradation est fantastique. Église, quatuor, rivalité de François Ier et de Charles Quint. Elle est marquante, donc on a un joli rythme ternaire, un effet comique par l'incongruité et l'inadéquation, rendu poétique par les objets appartenant quand même à un registre élevé de la culture, mais Église, quatuor, rivalité de François Ier et de Charles Quint, avec cette amplification des groupes à volume croissant, on voit ici un espace, enfin un bâtiment concret, un quatuor, une rivalité. C'est-à-dire que le sujet se projette une première fois dans un espace unique, ensuite dans un groupe, mais qui fonde une unité, ensuite dans quelque chose qui fonde aussi une unité sur une dualité, une rivalité, mais qui est d'autant plus abstrait. Et c'est intéressant parce que c'est le statut de ces abstractions qui me retient le plus. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Et cette croyance elle-même, c'est-à-dire il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage, c'est-à-dire cette projection dans des choses non humaines, ou en tout cas non individuelles, se retrouve prise ici dans l'anaphore, donc syntaxique, cette croyance. Donc c'est un phénomène de reprise qui fonde une cohésion textuelle, ça c'est logique en grammaire, mais là aussi c'est une abstraction qui est le sujet principal de la phrase. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Un réveil qui précède un coucher, un assoupissement. Et cette croyance commence à être syntaxiquement et métaphoriquement vivante. Elle survit. Elle est elle-même autonome. Elle ne choquait pas ma raison. Même jeu, sur une abstraction faite sujet avec un sujet qui est lui-même objet, mais qui est en plus éloigné, puisque le sujet n'est plus moi, mais ma raison. Quelque chose d'encore plus réduit, encore plus effacé, mais pesait comme donc cette croyance pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était pas allumé. L'image des écailles sur les yeux est une image ancienne de la philosophie. C'est celle qui permet de parler des illusions qu'il s'agit de dépasser. Et c'est bien ce dont il est question ici, puisque en fait, ces illusions, il ne faut pas les dépasser pour arriver à une vérité profonde, mais à les voir elles-mêmes comme une vérité d'un autre ordre. Donc cette croyance pesait comme des écailles sur mes yeux, le poids d'un phénomène abstrait
se manifeste ici par le biais de la comparaison comme un phénomène concret, physiologique. Les écailles sur les yeux est quasi fantastique. Et les empêcher de se rendre compte que le bougeoir n'était pas allumé. Donc on a ici un locuteur, un narrateur quasi transformé en animal. Ce sont les animaux qui ont des écailles. Et qui maintient dans l'illusion d'une veille pourtant rêvée. Puis elle commençait à me devenir inintelligible, cette croyance. Donc qui ne choquait pas ma raison et qui finit par être un obstacle à cette dernière en devenant inintelligible. Encore une fois, le jeu ici est déplacé en tant qu'objet. Elle commençait à me devenir inintelligible et puis là on voit comme ça toutes les étapes très fines, très subtiles de ce réveil dans la nuit. Comme après la métempsychose, les pensées d'une existence intérieure. Là, on se retrouve également sur un chapitre important de la philosophie. Donc la métempsychose, c'est la croyance dans l'existence de vie antérieure, comme Proust l'explicite lui-même. C'est une croyance qu'on retrouve chez de nombreux poètes, on la retrouve notamment chez Baudelaire, et qui date de l'Antiquité. Et c'est là un soutien à l'idée d'une autonomie vivante des illusions nocturnes, des rêveries nocturnes. Parce que ces rêveries sont elles-mêmes rapprochées de vies antérieures. Le sujet du livre se détachait de moi. On retrouve comme ça non seulement l'existence de quelque chose d'abstrait, un sujet de livre et non le livre, c'est pas qu'il pense son livre, c'est qu'il le rêve, qu'il s'y projette, mais cette projection commence à cesser, et elle cesse toujours avec ce rejet du sujet. J'étais libre de m'y appliquer ou non. Et là, on a le retour du sujet en position sujet, grammaticale, d'un sujet qui retrouve son autonomie, ainsi, déjà, par la syntaxe. Aussitôt, je recouvrais la vue, et j'étais bien étonnée de trouver autour de moi une obscurité douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit. Je coupe. Je recouvrais la vue, on retrouve ici l'image des écailles, on retrouve aussi des métaphores assez marquantes, encore une fois, dans l'histoire de la philosophie, sur cette idée des illusions. Je pense quand même aux méditations métaphysiques, comme ça, sur ces étapes, sur l'existence d'un cogito. Et j'étais bien étonnée de trouver autour de moi une obscurité. Voilà. Donc le sujet, lui-même étonné de son réveil, et les illusions rêvées, une fois dissipées, laissent place à une obscurité. Je crois qu'ici, l'indéfini, une obscurité, non pas l'obscurité, est particulièrement frappante. Enfin, particulièrement frappante. Ça paraît un détail, mais là aussi, un détail qui me marque, car ce pronom indéfini donne l'impression que ce qu'on appelle habituellement l'obscurité, que tout le monde connaît, apparaît ici comme infamilier, étranger, en étant pourtant donc douce et reposante pour mes yeux, toujours avec comme ça ce détachement du corps de lui-même, mais peut-être plus encore pour mon esprit. Hop, on a un dualisme qui morcelle d'autant plus le locuteur. Obscurité donc à qui elle mon esprit, à qui elle, l'obscurité, apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure, vraiment obscure. Une obscurité sans cause, incompréhensible, vraiment obscure. Donc le réveil qui retourne vers, si ce n'est la vérité, du moins la réalité, est en fait, contrairement à toute une tradition philosophique, non pas une arrivée dans la lumière, mais dans une obscurité marquée comme indéfinie par le déterminant, par l'article, indéfinie parce que non reconnue, et finalement renouvelée. Le texte commençant par parfois. Et c'est ainsi que l'obscurité peut être non plus une obscurité obscure, mais une chose vraiment obscure. Obscure, là, évidemment, dans un sens autant physique que concret, puisque autant concret qu'abstrait, car elle est non seulement une obscurité physique, puisque la bougie est éteinte, mais également une obscurité
raisonnable, dans l'étonnement, l'incompréhension du réveil. Je me demandais quelle heure il pouvait être. Étonnement, et je me demandais, marque bien aussi cette question à soi, qui signe le morcellement du narrateur de la recherche. J'entendais le sifflement des trains qui, plus ou moins éloignés, comme le chant d'un oiseau dans une forêt, relevant les distances, me décrivait l'étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine. Je coupe. Il n'est aucune heure, juste une question. Il n'est aucun repère visuel, mais les repères se font par d'autres perceptions, à savoir ce sifflement des trains, éloigné, et là se met en place une comparaison comme le chant d'un oiseau d'une forêt. Donc le sifflement des trains se rapproche du chant des oiseaux en ce que ce sifflement, relevant les distances, me décrivait l'étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine. C'est-à-dire qu'ici, en fait, le seul repère est auditif et il permet de mesurer un espace inaccessible, lointain, mais pourtant arpenté par, cette fois, un voyageur défini, le voyageur, qui se hâte vers la station prochaine, donc vers une gare. Alors ce voyageur est déjà l'introduction d'un personnage, mais il est aussi un topos, c'est-à-dire celui du roman de voyage, ou plutôt du voyage comme métaphore du roman, comme quête ou MacGuffin, ou structure souvent archétypale du roman, encore au XXe siècle. Et ce voyage inaccessible, cette exploration, n'est pas l'objet du narrateur encore muet, finalement, encore enfant. L'enfant, c'est celui qui ne parle pas. Il est uniquement ce qui permet de mesurer ce qui se passe pour d'autres, mais qui ne se passe donc pas pour celui qui se réveille tout juste. Et le petit chemin qu'il suit, donc ce voyageur, va être gravé dans son souvenir par l'excitation qu'il doit à des lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés, à la causerie récente et aux adieux sous la lampe étrangère qui le suivent encore, dans le silence de la nuit, à la douceur prochaine du retour. Et là se trouve dans cette fin de phrase, qui me rappelle quand même ce grand passage de l'éducation sentimentale, il voyagea, il connut, il revint. Les grandes étapes de ce qu'est un roman centré autour d'un voyage avec un départ, une exploration, une quête, des péripéties, des découvertes, petits chemins, lieux nouveaux, actes inaccoutumés, tout ce qui est une étrangeté et qui se trouve dans ce roman traditionnel qui n'est pourtant là que renvoyé à une perception qui permet de mesurer une distance, alors qu'il s'agit de décrire un temps. Et là, tout ce qui est de causerie récente et d'adieu sous la lampe, tout ce qui est l'étrangeté du voyage se retrouve en fait dans un récit quasi fantastique qui découvre comme un familier le plus familier. Et cette promesse du voyage, qui reste inaccessible à l'enfant, il ne pourra la voir ainsi que par d'autres personnages, pendant un temps, ce ne sera pas tout le temps du récit, mais aussi dans cette projection, donc dans le temps, dans l'espace, dans les autres et dans l'art. Et c'est en fait peut-être prendre au sérieux, appliquer cette projection dans l'autre et dans une vie des autres, de l'ensemble des autres objets, qui s'annoncent là comme le programme de la recherche du temps perdu, que je vois comme un récit quand même grandement fantastique, non pas avec des fantômes qui font peur, mais avec quelque chose de vivant, d'absolument vivant tout autour. Comme ça qu'il s'agit de recevoir, et à la métempsychose répond quelque chose d'un génie psychopompe dans la narration de la recherche du temps perdu. Voilà, c'est une petite proposition. J'espère que cela vous aura intéressé, qu'on se retrouve bientôt. Première mise en jambe pour la nouvelle année.
À bientôt.